Bonsoir, bienvenue à tous pour ce 8e rendez-vous du futur, le 8e déjà, ici au Cube, ici les Moulineaux. Nous sommes en direct sur Internet, sur le site Rendez-vous du futur, sur lequel vous êtes peut-être, sur le site du Cube également, mais aussi sur le site des Échos, leséchos.fr. Alors cette rencontre est diffusée grâce aux moyens techniques conjugués du Cube, de Un air de chat et de la JD Carré. Elle est live tweetée, et merci Sylvain, sur le live tweet, sur le hashtag Rendez-vous du futur. Je serai complet en ajoutant que cette rencontre est organisée dans le cadre de l'opération Futur en scène, ici en Ile-de-France. Le Rendez-vous du futur est toujours parrainé par Joël de René et par André Santini. Alors la règle du jeu est très simple, il s'agit d'un dialogue qui va durer quasiment 1 heure. Nous dialoguerons avec notre invité, Nils Azospanov et Pierre Delacôte animeront ce dialogue. Vous aurez la parole, vous ici au Cube, mais vous également derrière votre écran, vous pourrez à tout moment interagir, poser vos questions sur le chat en vous connectant. Vous avez été très nombreux à le faire et je vous incite à continuer. J'ajoute d'ailleurs que vous avez été plus de 1800 à suivre la dernière rencontre avec Serge Tisseron. J'ai que à vous remercier de votre fidélité et qu'on soit de plus en plus nombreux pour suivre ces rendez-vous du futur. Dans la catégorie des vigies de notre époque, et après notre parrain Joël de René, après Jacques Attali, après Claude Gagneray, Bernard Werber, François Scoïten, Jean-Pierre Dionnet et Serge Tisseron, c'est aujourd'hui un auteur inclassable, Didier von Covelaert, qui a gentiment accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonsoir. Et laissez-moi vous le présenter en quelques mots. Didier von Covelaert a à peine 50 ans, et pourtant déjà 4 décennies, donc plus de 40 ans passés à écrire, à raconter des histoires. On a l'impression que l'opiniâtreté semble être une de vos qualités principales. En effet, à 7 ans, vous apprenez à digérer des refus de la part des éditeurs. Vous semblez toujours avoir vécu avec des histoires plein la tête, avec un stylo à la main, avec une souris ou un stylo, avec un stylet éventuellement, dirait-on maintenant, et surtout une curiosité à toute épreuve. Alors j'ai feuilleté quelques critiques qui ont jalonné votre parcours, et j'ai noté quelques adjectifs qui reviennent. Attention, respirez, on y va. Talentueux, élégant, racé, fin, subtil, drôle, tonique, gai, manipulateur, jubilatoire, attirant, élégant, aliénant, piquant, rusé. J'arrêterai là, mais il y en a sûrement plein d'autres. Et pourtant, on ne peut pas dire que les thèmes que vous abordez soient franchement très simples d'accès. La mort, le handicap, la différence, la dureté de l'enfance, l'apprentissage, les basculements de la vie, la soudaineté du destin, le religieux, l'au-delà, les esprits, le regard des autres, la difficulté de l'enfance, la revanche de la nature. J'ajouterais qu'il y a aussi l'amour quand même. Donc là, pour le coup, c'est un peu plus accessible. Vous êtes, selon moi, un véritable geek des mots. Vous abordez sans complexe la littérature, le théâtre, le cinéma, la BD, la téléphonie mobile également. Vous aimez innover, vous aimez sortir des sentiers battus, comme pour ce roman-gars que je montre à la caméra. Ce roman-gars, c'est l'histoire étonnante d'un personnage d'un manga qui sort des pages du manga pour apparaître dans la vie réelle, pour tenter de sauver une petite fille paralysée. Et je note juste, je serai complet en disant que cet ouvrage est vendu au profit du traitement de la dystonie musculaire, qui est une maladie terrible du cerveau chez les enfants, qui touche les enfants. Alors ici au Cube, dans ces rendez-vous du futur, nous aimons l'innovation, nous aimons être étonnés, nous aimons les surprises, nous aimons les cases inclassables, nous aimons les auteurs inclassables, les personnages inclassables. Vous en êtes. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et de vous prêter au jeu de ce dialogue en direct, en public et sur Internet. Et là, je laisse la main à Nils pour démarrer et entamer ce dialogue. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Didier von Covelaert d'avoir répondu à notre invitation. Alors, de plus en plus d'auteurs explorent des nouvelles formes d'écriture qui tirent parti du numérique. Vous êtes un des premiers à avoir publié en juin 2009 un livre sur téléphone mobile, Thomas Dream. Alors déjà, pourquoi ce choix de support et quel bilan vous en tirez 2 ans après? Alors, c'est vrai que la curiosité est à la base de l'écriture. La curiosité et l'insatisfaction par rapport au réel, aux limites du réel. Si on a besoin de raconter des histoires, c'est qu'on ne se satisfait pas de celles que la vie vous impose sous couvert de réalité. Donc, une histoire, c'est aussi la rencontre entre cette réalité et les rêves, l'idéal, la révolte, ou le rire, ou le chagrin que vous portez en vous.
Donc, le rapport qui va du créateur d'histoire à celui qui va redonner une vie supplémentaire à cette histoire en la lisant, en la recevant, est quelque chose qui a toujours traversé des supports différents. Depuis, bien sûr, l'oralité, on commence par raconter les histoires à voix haute, après on fait des dessins dans les grottes, on sculpte, et ça n'est après on passe à l'écriture, ensuite on passe à l'image, et ça n'est pas terminé. Mais c'est toujours la même histoire, en fait. Excusez-moi de vous couper, mais est-ce que pour le coup le téléphone, c'est pas une régression dans le sens où c'est quand même un tout petit écran, on ne peut pas mettre beaucoup de texte. Est-ce qu'on lit sur le téléphone comme on lit L'origine, en fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée, là, en toute modestie, c'est l'éditeur numérique qui un jour me propose quelque chose qui me séduit beaucoup. Il me dit, autrefois, les romanciers Balzac, Alexandre Dumas et plein d'autres publiaient d'abord dans les livres, dans les journaux, publiaient leurs livres sous forme de feuilletons, d'épisodes dans la presse écrite. La presse n'a plus mission, ni les moyens, ni la vocation aujourd'hui de faire ça. Et l'idée que ce soit qu'une histoire vous arrive sous forme d'épisode chaque jour sur votre téléphone mobile, je trouve ça formidable, parce qu'on revient à ce pouvoir du rêve qui chaque jour a rendez-vous avec vous et vous donne ce rendez-vous. Et le fait que cette nouvelle technologie réinvente justement ce qu'était la réalité et la mission de la presse quotidienne autrefois, ça va dans le sens de ce que je vous disais, c'est la même histoire qui continue, on s'adapte au support, et voilà, c'était une première, j'ai eu envie, oui, j'ai dit oui, donc ça ne veut pas dire que j'ai écrit différemment pour ce support-là, je l'ai mis en format, car il fallait tant de mots, tant de signes, telle durée chaque jour, c'est une question de découpage. Mais sinon, et puis à chaque, s'arranger pour que chaque fin d'épisode est un rebondissement, quelque chose qui donne envie de celui du lendemain. Mais c'est souvent pour ça que j'écris aussi, j'écris pour le plaisir du lecteur, pour qu'il ait envie de prolonger ce rendez-vous. Un des plus beaux compliments qu'on fait, quand on me dit j'ai pas pu lâcher votre livre, créer voilà, ce rapport d'urgence. Et là, il y a eu un énorme succès de curiosité. Mais ce que je voulais, parce qu'évidemment plein de gens allaient dire oui mais vous attaquez le livre écrit, vous brûlez votre propre temple, alors que pas du tout. La guerre des supports, c'est ridicule. Il y a pas, on n'est pas en guerre, simplement le papier ne mourra jamais, ne sera jamais tué par le numérique, comme il n'a pas été tué par Internet, par la télévision, le cinéma, la radio ou le théâtre. Vous savez, la première fois qu'on a dit le livre est mort, c'est lorsque Gutenberg a inventé l'imprimerie. C'est les moines copistes qui ont dit ça. C'est le livre tel qu'il le connaissait qui tout à coup il l'estimait en danger. Mais j'avais eu à cœur que la version papier de Thomas Dream sorte avant la fin de la diffusion des épisodes sur téléphone mobile. Et là, dès qu'il y a eu l'objet papier, les gens se sont précipités dessus. Il y a eu beaucoup moins de téléchargements. Mais en même temps, tout un nouveau public était venu grâce à ce rendez-vous sur leur téléphone. Alors justement, moi c'est un peu le sens de ma question, mais vous y avez en fait déjà bien répondu, c'est parce qu'on a l'impression que du coup c'est un élément plus de marketing pour, comme vous l'avez dit, trouver des nouveaux publics, ou faire un teaser comme le cinéma pour, vous avez dit par exemple que ça permet au public, et c'est très bien, hein, que ça permet au public finalement dans une abondance de propositions d'aller choisir, regarder et plus si affinité en achetant le livre. Mais est-ce que quand même ça vous a pas aussi obligé à changer un peu votre manière d'écrire? Vous dites que non, mais... je dis simplement s'adapter à ce support, à ce format-là. Mais j'ai une écriture, vous savez, j'écris à voix haute, j'écris pour les vibrations des phrases qui provoquent des images. J'écris, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, tout est accessible dans ce que j'écris, parce que j'essaie de traiter les choses les plus complexes de la manière la plus simple, la plus immédiate, ce qui ne signifie pas un appauvrissement du langage, au contraire, écrire compliqué, c'est facile. Il est... Pardon. Justement, je voudrais revenir au métier d'écrivain, au premier sens du terme. Dans le moment où vous commencez à écrire, on parle du vertige de la page blanche, Mallarmé dit le vide papier que sa blancheur défend. Est-ce qu'aujourd'hui vous écrivez
vous écrivez à voix haute? Est-ce que vous dictez? Est-ce que vous êtes directement devant votre ordinateur sans passer par le vide papier, le blanc papier? Nous avons exactement le même âge, donc vous avez aussi eu une machine à écrire. Oui, bien sûr. Vous vous souvenez de votre premier ordinateur, votre première machine à écrire? Mais en fait, j'ai quelque chose de la même manière, toujours à la main d'abord. D'accord. Et puis ensuite, je tapais à la machine, et ensuite sur un écran. Mais cela dit, il m'arrive, mais c'est plus pour les scénarios, pour les pièces, de commencer parfois directement sur l'ordinateur. Simplement, je n'invente pas de la même manière. Et à un moment donné, il y a toujours le recours au papier, parce que voilà, je suis né comme ça dans l'écriture. J'ai mes repères, la sensualité, la mémoire des ratures, qui n'est pas celle de l'ordinateur, ne peut pas offrir ce qu'offre le papier. Très souvent, je mets 5-6 mots l'un au-dessus de l'autre, et puis je choisis à une lecture ultérieure, tout en ayant ma page. C'est beaucoup plus compliqué, la manipulation de tout ça sur ordinateur. Et puis, je prends différentes couleurs suivant les relectures. Il y a toute une archéologie, plus du manuscrit, qui fait la joie des gens qui écrivent des thèses sur moi, parce qu'ils n'ont presque plus de manuscrits d'auteurs contemporains à étudier. Et ça, c'est une vraie crise. Donc, non, en revanche, je ne suis pas du genre passiste qui dit « Ah bon, il n'y a que le papier ». Non, il y a le papier toujours. Et puis, il y a quand même l'extraordinaire apport de l'ordinateur qui est un vrai ami, mais qui peut être un faux ami ou un ami dangereux. Donc, le tout est de savoir l'apprivoiser. Et je voudrais juste revenir sur... J'ai pas eu le temps de répondre tout à fait à la question. Ah non, mais vous êtes revenu à la base de l'écriture, parce que c'est vrai que il ne s'agit pas de parler simplement de ce qu'on écrit, mais de la manière dont on le fait, qui est très révélatrice aussi de l'univers qu'on porte en soi. Il y a des écrivains qui travaillent tout de suite en ordinateur parce que leur forme d'esprit est branchée dessus. Bernard Werber, par exemple, que vous avez reçu, lui est incapable d'écrire à la main d'abord. Il ne peut pas... le papier ne lui parle plus. Et moi, l'ordinateur tout seul me parle rarement d'abord. Oui, vous me disiez tout à l'heure, par rapport à l'écriture numérique. Non, il s'est passé une chose assez formidable dans cette première, c'est-à-dire que des gens recevaient, avant l'existence en librairie de ce livre, recevaient sur leur téléphone. Beaucoup de jeunes sont entrés en librairie, où ils vont peu, parce que la librairie parfois a un lieu intimidant, en disant au libraire, vous avez commandé Thomas Dream? Non, c'était 2 mois avant la sortie. En disant, ah ben commandez-le parce que j'ai déjà lu une partie, c'est vachement bien. Donc tout à coup, des jeunes qui avaient un peu peur d'entrer dans une librairie entraient, ils étaient en avance sur le libraire. Ils étaient eux prescripteurs. Et beaucoup de libraires m'ont raconté cette histoire en disant, on n'avait jamais vu ça. Ce qui prouve bien qu'on peut enrichir le rapport auteur-lecteur et lecteur-libraire sans être au détriment de l'objet papier. C'est ça qui m'a intéressé, qui m'a fait plaisir dans cette aventure, c'est que... Et puis, alors, quelque chose de complètement inédit, parce que j'aime bien, oui, les choses nouvelles, j'adore le passé, la nostalgie, mais je suis un homme du présent, et donc un pied dans le futur. J'ai un jour, un jeune arrive pour me faire signer, et j'ai achevé le livre, il me dit non, parce que je vais l'acheter, pour l'instant je l'ai juste sur portable, vous pouvez me signer mon portable? Alors je me retrouve avec son téléphone, je dis comment je fais, et il me tend un cutter. La première fois de ma vie où je fais une dédicace au cutter sur un Samsung, et voilà, donc l'aventure... C'est troublant, parce que vous signez sur un objet matériel qui ne va pas être vecteur que de votre bouquin, mais de 45 autres auteurs ou autres sujets littéraires. Chez ce jeune lecteur, justement, ça veut dire que le fait d'avoir reçu mon histoire, presque rien que pour lui, sur son téléphone à lui, avait donné un sens, presque une identité de passage, une trace sur ce support, et que donc, il me demandait d'engraver la trace sur le support. Et voilà une chose inédite. C'est très révélateur, parce que ça, finalement, on ne peut pas le faire, pour le coup, sur un bouquin, parce que ce n'est pas parce que vous signez c'est pas la même chose. Là, ce n'est pas la même chose. Donc il y a presque un plus sur le fait de c'est le portable sur lequel j'ai lu ce livre-là. Voilà. Alors, cette expérience, on va parler du bilan de ces 2 années. Quel bilan vous tirez aujourd'hui de cette expérience? Est-ce que vous auriez envie de la reproduire autrement voilà. Mais vous avez notamment dit une chose qui est très intéressante, c'est que ça
ça vous a donné 2 fois plus de travail parce que ça a attiré donc ceux qui allaient lire des choses sur Internet, par exemple. Ça a attiré ce public-là, et notamment les blogueurs qui s'intéressent à la littérature sur Internet et qui se sont donc intéressés à ce livre et qui ont fait beaucoup de commentaires, qui vous ont demandé des interviews, etc. Vous avez eu 2 fois plus de travail, donc et vous dites une chose intéressante, c'est que vous trouvez que globalement ces blogueurs avaient une qualité d'approche, de relation avec vous que vous ne trouvez pas forcément toujours dans les médias traditionnels. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus là-dessus? Ben, c'est justement les charmes de la fraîcheur. La fraîcheur, c'est pas un mot péjoratif ou gentillet, c'est quelque chose qui est neuf, qui génère un enthousiasme et une passion, et puis une espèce de solidarité, parce qu'à un moment donné, il y a eu une espèce d'ostracisme sur les blogueurs, sur ce support-là, qui était considéré comme un ennemi de la vraie littérature, et j'ai découvert de vrais talents d'écriture, d'analyse dans ce monde des blogueurs que je ne connaissais pas. Je suis très nouveau, moi, tout ça est très nouveau pour moi. C'est aussi pourquoi peut-être l'éditeur numérique s'était adressé à moi, parce que j'avais une image plus de papier traditionnel. C'est pas Bernard Werber, si vous voulez. Tout le monde sait qu'il est totalement en phase avec ce monde numérique, et chez moi c'est beaucoup plus récent. Et le fait que j'y sois, que j'ai dit oui à cette aventure et que j'étais un peu un petit pionnier là-dedans, alors que ce n'est pas forcément ma planète habituelle, a peut-être fait un renfort de sens. Mm-hmm. Aussi parce que vous êtes connu et que c'était intéressant de... Enfin, Alexandre Jardin, par exemple, a sorti un roman sur mobile, un roman... Oui, mais il l'a fait, parce que je me dis Alexandre, mais c'est grâce à toi que j'ai fait ça, parce que si tu l'as fait, je me suis dit, voilà... c'est bien, puis il l'avait lu et il a trouvé qu'il y avait un potentiel, donc... Et alors sur le bilan, 2 ans après, quoi, maintenant, est-ce que vous dites, maintenant, systématiquement, quand je vais faire un livre, je vais faire une opération avant sur Internet? Alors, comment vous... Non, parce qu'après, j'avais essuyé les plâtres de cette aventure, parce que même l'éditeur ne savait pas comment, par exemple, organiser le paiement, puisque les 10 premiers chapitres étaient gratuits, puis ensuite, il fallait... Alors, il y a eu c'est vraiment essuyer les plâtres d'une nouvelle aventure, où aucune structure n'est prévue pour ça. Qui est le fameux droit d'auteur sur Internet, qui est un sujet qui pose... Voilà, et qui n'a pas fini d'en imposer avec toutes les nouvelles œuvres qui émergent, et évidemment, le juridique n'a pas pu encore s'emparer de tout ce foisonnement et classer. Bon. Mais... voilà, ce que je constate, c'est qu'il y a eu d'autres auteurs et des auteurs importants qui ont fait cela, que ça n'a jamais interrompu leur diffusion papier. Je veux dire, c'est pas tout à coup on ne devient pas un auteur numérique parce qu'on était sur ce support, mais ça a intégré un petit peu plus la demande des gens, donc leur rapport au monde, et donc je pense que ça enrichit les auteurs plus que ça ne les formate au sens négatif du terme sur un support qui deviendrait contraignant, tout ça. Dès le moment où nous véhiculons nos fictions sur ce support-là, nous y créons une part de liberté. Si j'ai choisi Thomas Dream là-dessus, c'est que c'était aussi ma vision, mon anticipation d'une société qui, dans le pire des cas, risque d'être la nôtre dans pas longtemps, où tout le monde a une puce GPS dans la tête pour être identifié, ou une biodictature où il est interdit bien sûr de fumer et de boire, mais aussi d'être gros, d'être dépressif, et d'être... Donc voilà, tout le climat, toute l'ambiance de cette œuvre-là allait très bien avec cette diffusion numérique aussi. Mais est-ce que vous ne pensez pas que le livre, quand même, est en train de... il y a une espèce de désamour, de désintérêt aujourd'hui avec les jeunes pour le livre, qui basculent massivement sur Internet. Non, pas du tout. Pas non, là, au contraire. Et là, je vous parle en connaissance de cause. Mais parce que vos livres sont... en partie au programme scolaire, c'est peut-être ça aussi qui assure le fait qu'ils sont lus par les jeunes, mais est-ce que globalement vous pensez... Oui et non, parce que ce que j'observe et ce qu'on observe tous, c'est un rajeunissement de nos lecteurs.
on a des jeunes qui arrivent. J'étais il y a 2 jours au Salon du Livre de Nice, et j'ai fait une dédicace à un jeune de 7 ans qui avait déjà lu 5 de mes livres, qui m'en a parlé de manière... voilà, il sait lire depuis qu'il a 4 ans, et il a lu tout Harry Potter, et puis après, il dit, bon, et maintenant donc, je pense que, c'est très souvent, on a dit, voilà, ils sont pris dans leurs jeux vidéo, ils ne lisent plus, tout ça. Non, je pense que l'ennemi, à un moment donné, c'était le zapping de la télé. Et ça, les profs connaissent bien ce problème. Il était impossible d'intéresser, d'avoir la concentration d'une classe plus de 5-6 minutes, parce qu'il fallait autre chose. Tandis que la concentration que nécessitent les jeux vidéo, c'est-à-dire entrer dans la tête du concepteur pour au moment où sont les pièges, où sont les entrées, ça demande ça, un tel effort de connexion, d'empathie, et ça prépare cette génération à la lecture, à condition qu'ils tombent sur des livres qui les intéressent. Et après ça, c'est notre boulot à nous, et le boulot des libraires, des parents, des instituteurs. Mais non, je crois qu'il y a un besoin, lorsqu'on a tellement passé de temps dans l'interactif, de se poser devant une histoire terminée, qui simplement vous invite à... Voilà, vous ne pouvez pas la bouger forcément, cette histoire, mais vous allez l'habiter, et elle va répondre à cette demande d'imaginaire qui a grandi à cause de toutes les connexions que vous avez créées en numérique. Alors justement, c'est intéressant, parce que peut-être que le livre papier va changer de statut. Un peu comme le manuscrit, donc au Moyen-Âge, était enluminé, il était le support de la publication. Puis ensuite, quand l'imprimerie est arrivée, le manuscrit n'a pas disparu. Un manuscrit de Flaubert, ça existe toujours. Et c'est intéressant. Mais simplement, il a changé de statut. Il n'est pas le lieu de la diffusion. Il est autre chose. Et est-ce que le livre ne va pas prendre un autre statut que celui de la diffusion, et plutôt celui d'arrêter, à un moment donné, un peu de figer dans le marbre, si on veut dire, un univers qui est mouvant, et qui donc, la création va s'opérer jusqu'à un certain stade, et à un stade donné, on va arrêter la création en disant, voilà, l'œuvre, dans notre civilisation, c'est quand même le moment arrêté à un moment donné. Oui, on peut avoir cette vision. Moi, j'ai plus un rapport... pour moi, le livre, c'est un objet plaisir. C'est quelque chose qui est irremplaçable, parce qu'on peut faire des tas de choses avec l'iPad, mais on ne peut pas corner une page. On ne peut pas, quand on rouvre le livre des années après, trouver une odeur qui va vous rappeler la personne avec qui vous viviez à l'époque, les vacances dans lesquelles vous étiez, qui va garder une trace de chocolat, qui vous rappelait, tiens oui, c'est vrai, ce jour-là, il pleuvait, j'étais sous la couette. Sauf le garçon à qui vous avez fait un coup de codeur sur votre... Voilà, mais on est dans la matière. Mais si vous voulez, les livres sont des pièges à mémoire, sont des sources de plaisir, de nostalgie, sont des compagnons de vie, et des pièces uniques. Parce que c'était votre livre à vous, et qu'il a cette mémoire du moment où vous l'avez lu, où vous l'avez relu, où vous l'avez prêté, reçu, où vous en avez discuté avec quelqu'un. Donc ça, c'est irremplaçable au niveau du plaisir. Maintenant, il y a toute une partie de la chose écrite, lorsque c'est de la documentation, c'est tout ça, qui évidemment ne peut pas résister face à l'iPad, parce qu'on n'en a pas besoin, c'est pas ce qu'on demande. Un étudiant en droit, en sciences éco, n'avait pas ce rapport-là avec les livres qu'il est obligé d'ingurgiter. Mais vraiment, l'objet, le livre plaisir, est indestructible. Encore faut-il de temps en temps innover un petit peu. C'est ce que j'ai fait avec l'enfant qui venait d'un livre, où ça c'est une forme nouvelle. Il y a un roman, je dirais, classique, et puis en pièce jointe, il y a le manga dont il est question dans le roman, puisque c'est un petit garçon qui un jour, dans un salon du livre jeunesse, se plante devant l'hôtesse d'accueil, et comme un enfant perdu, et quand elle lui demande « T'as perdu tes parents ?» Il dit « Oui, d'où tu sors ?» Et il montre ce manga. Et il fait croire qu'il est sorti des pages de ce manga. En fait, il est le sosie du héros de ce livre, et il prétend être sorti des pages de ce livre, comme vous disiez, pour sauver, comme il en est question là-dedans, une petite fille paralysée grâce au pouvoir d'un tableau. Et comme il est le sosie de ce héros, la jeune hôtesse pense que c'est le fils de l'auteur du manga, c'est un manga autobiographique, et comme l'enfant la personne, elle va devoir être obligée de le raccompagner chez lui pour découvrir tous les mensonges de cet enfant,
et découvrir quelle réalité il fut en réalité et pourquoi. Et donc, comme il ne s'exprime que par les mots et les situations du manga, il était intéressant de mettre en pièces jointes ce manga. Donc, voilà que la dimension du livre papier s'enrichit de par, quand j'emploie le mot de pièces jointes, c'est vraiment... cette chose n'existait pas avant Internet. Mais est-ce qu'il y a des liaisons sur Internet, justement? Alors, c'est en... un blog, est-ce que... Oui, c'est en cours, parce qu'il y a ça sont des fans qui sont en train d'organiser ça, mais si vous voulez, il y a eu un engouement sur outre le fond, sur la forme, qui fait que, non, il n'y a pas de crise dans le livre papier lorsque les gens ont envie de retrouver un auteur qu'ils connaissent, de découvrir quelque chose dont ils ont entendu parler, ou bien d'explorer une forme un peu nouvelle. Et puis le fait que, comme vous disiez, le livre soit vendu au profit, non pas seulement de la recherche, mais du résultat. Il y a une seule personne au monde qui fait marcher les enfants paralysés à cause d'une maladie du cerveau qui s'appelle la dystonie musculaire. On met 2 électrodes dans une zone très particulière du cerveau, et ces enfants remarchent et retrouvent la parole, parce que ces électrodes empêchent le cerveau de détruire les muscles qui permettent de marcher, de parler. Donc on est dans une innovation à la fois, je veux dire, c'est intéressant que la littérature, y compris dans sa déclinaison numérique, soit au service de la modernité d'une époque souvent mal connue. Avant que grâce à un lecteur un jour qui me fait signer un livre dans un salon du livre en me disant c'est pour ma petite fille de 11 ans et j'espère qu'un jour elle pourra tenir ce livre dans ses mains, il me fait découvrir cette maladie et le traitement qu'il vient lui-même, dont on vient de lui parler, cet espoir formidable. Donc voilà, c'est vrai que je me suis retrouvé par des tas de biais sur cette planète du numérique qui vous passionne, et c'est au service de l'humain. C'est pas une fuite de l'humain comme trop souvent on le croit ou on veut le faire croire. C'est au cœur de notre monde, mais encore faut-il lui donner tout le sens que permet l'écriture, quel que soit son support. Vous disiez en pièces jointes, on pourrait dire aussi en miroir, parce que ce qui est amusant, c'est que le livre va se lire de gauche à droite et le manga de droite à gauche. Oui, selon la tradition japonaise, voilà. Et le livre peut se retourner, on peut lire séparément d'abord l'un, d'abord l'autre, ou aller de l'un à l'autre. Voilà, l'innovation de la forme apparemment figée d'un livre. Voilà, on revient dans un artisanat. C'est un objet livre, quoi. C'est un objet, mais il faut que la beauté d'un papier, des illustrations, tout ça font partie de l'objet. En plus, la peintre Soi qui a fait tous les tableaux, donc en chaque chapitre, et Patrice Serre qui a dessiné le manga, ont tous les deux donné et leurs tableaux et les planches originales pour une vente aux enchères chez Arcurial au profit donc de l'unité du professeur Coub à Montpellier. Et moi j'ai donné mon manuscrit puisque j'ai encore les manuscrits. Et donc ces supports papier ont une valeur. À condition qu'il soit justement le livre de poche est plus menacé, enfin le livre un peu de grande diffusion, plutôt menacé que le beau livre en fait. Oui, là on parle de pièces originales, je veux dire, qui ont une valeur et après quand elles sont reproduites. Voilà, c'est une valeur de diffusion, mais qui n'a plus la valeur de l'objet unique. Mais le beau livre peut être mieux se défendre que le livre de poche, le livre... Ah. Oui, mais à la fois le beau livre et le livre intéressant, parce que quel que soit un livre de poche qui passionne les gens, voilà, en plus il est moins cher, donc il a cet argument à son profit, le livre de poche. Non, c'est plus sur les livres... d'utilité, je veux dire, les livres techniques et qu'il y a un danger. Voilà, c'est ça, d'accord. Alors, à 10 ans, vous vient l'idée d'un entretien imaginaire qui va être publié dans Télé 7 jours, c'est ça, dans le courrier des lecteurs, ce qui est quand même une manière très originale de se faire publier, mais vous avez donné une clé tout à l'heure, vous vouliez faire comme Balzac, en fait. Aujourd'hui, ou même si vous aviez 10 ans aujourd'hui, probablement vous auriez fait votre blog. Ça aurait été plus simple. Et alors, que diriez-vous aujourd'hui à un jeune écrivain
Est-ce que vous lui diriez d'aller, comme vous l'avez fait à l'époque, d'aller voir tous les éditeurs, ou est-ce que vous lui diriez, bah non, fais ton blog et puis fais ta route? Ce qui est intéressant, c'est que je me retrouve présider ou à participer plusieurs jurys de concours d'écriture de nouvelles ou de romans chez les jeunes collégiens, parfois dans les écoles primaires. Et là, on voit quand même que oui, aujourd'hui, on penserait que directement ils vont écrire sur Internet. Mais en fait, la magie, c'est la même que j'avais moi à leur âge. C'est un objet livre sur lequel il y a leur nom, il y a leur histoire, et qui va être vendu à des gens qui ne connaissent pas et qui rêveront grâce à eux. En tout cas, pour tous ces jeunes qui participent à ce concours, c'est une force de rêve toujours égal. Or, ils sont, comme les autres de leur âge, en phase avec Internet, les jeux vidéo et tout, mais cette magie quand même de l'objet, du papier... Mais ma question portait plus là pour le coup sur le rôle de l'éditeur, c'est-à-dire que vous, quand vous étiez jeune, donc vous avez été sonné à la porte de nombreux éditeurs, c'était pas, enfin j'imagine pas juste pour être publié, j'imagine que vous aviez aussi envie d'avoir peut-être le regard d'un éditeur qui vous dise ce qu'il en pense. Oui, surtout être publié. Voilà, parce que pour moi un écrivain c'est quelqu'un qui a... Donc aujourd'hui, est-ce que vous diriez à un jeune va voir les éditeurs ou Bien sûr, d'ailleurs ils le font et ils ne se gênent pas. Beaucoup viennent me voir avec des manuscrits. Nous, parfois, je rencontre dans un concours d'écriture, et puis je pense à une petite fille de 9 ans qui a déjà écrit quand même 2 romans et qui a 2 doigts d'être publiée. Là, chez Gallimard, il y a des vocations précoces, mais ça, c'est pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel dans la précocité de l'écriture. Quand un enfant a très tôt le moyen de s'exprimer, c'est-à-dire qu'il sait écrire, lire, et qu'en plus il a découvert que ça servait à véhiculer l'imaginaire, il n'y a pas d'exploit, il n'y a que du travail pour justement écrire le mieux possible, enrichir son imaginaire et la manière de le transmettre aux gens. Mais c'est pas être surdoué, c'est avoir un don, une envie, une passion, une insatisfaction de la réalité, et puis après du travail de gamme comme un pianiste ou un tennisman ou un footballeur. Il faut travailler tous les jours, il faut s'entraîner tous les jours, mais voilà. Alors vous en doutez, le Cube s'intéresse beaucoup à toutes ces évolutions du monde de la littérature. Je fais juste une petite parenthèse publicitaire pour dire que le Cube participera bientôt à une opération organisée avec le Salon du Livre autour de la narration interactive et participative. Donc c'est effectivement très intéressant de voir comment aujourd'hui il y a il nous semble, presque une nouvelle génération d'écrivains qui arrivent et qui à la fois souhaitent être publiés sous format livre, mais qui aussi donc explore ces nouvelles modalités. Éloi, est-ce que une question du public ou des internautes? Alors, moi j'ai des questions de la part des internautes, mais est-ce que dans le public il y a des questions? Il y a un micro à votre disposition, donc n'hésitez pas. C'est toujours la première question la plus dure, mais bon, en attendant, on va démarrer. On est toujours dans le registre innovation. J'ai une question de Numastic. Est-ce que vous êtes sur Twitter? Est-ce que Twitter sera une base pour un prochain projet? Vous qui aimez manier les innovations. Non, parce qu'à un moment enfin, je ne suis pas pour l'instant, et Thomas Dream, par exemple, a sa page Facebook, mais c'est pas moi qui m'en occupe. Là, ce sont les fans qui ont pris ça, l'écriture, la diffusion de l'écriture. Donc en gros, c'est une page vraiment faite par les fans? Oui, après, une agence de com s'est mise en renfort du côté de mon éditeur, mais c'est vraiment venu par les fans. Et d'ailleurs, le site des fans est, je le dis, supérieur en efficacité, en dynamisme que le site officiel. Mais non, je ne peux pas. D'autres auteurs arrivent à tenir un blog, à être sur Facebook, Twitter et tout ça en même temps qu'ils écrivent. Moi non. Quand je pars dans un livre ou un scénario ou une pièce, je suis en immersion dans cette œuvre-là et j'ai du mal à communiquer différemment, même à écrire une lettre ou être... voilà, ça c'est... C'est un message à donner à d'autres gens qui ne sont pas forcément écrivains, dire à notre époque qu'à force d'être dans le tweet, c'est-à-dire le gazouillage permanent,
dans n'importe quel autre métier, autre qu'écrivain, on a besoin d'un peu de sérénité et à prendre un peu de recul par rapport à ce flux d'informations. Et de silence et de tri, parce que vous parliez de la page blanche tout à l'heure, mais il faut aussi le silence, quelque chose de très très important. Aujourd'hui, on est quand même saturé de bruit de sollicitation, que ce soit sonore ou visuel. C'est-à-dire, il y a un moment donné, pour entendre la voix de votre inconscient, de l'inconscient collectif, de l'instinct, de l'intuition, de la poésie, il faut un petit peu éteindre l'écran et couper le son. Juste sur Twitter, c'est pas seulement du gazouillis, c'est également un outil de partage, de communication. On peut déconnecter et se reconnecter. Oui. Mais c'est vrai que c'est important, je pense, de savoir bien déconnecter. Alors, on parle beaucoup de votre métier d'écrivain, mais en fait, vous avez touché à beaucoup d'autres formes aussi. On l'a dit, Éloi l'a dit tout à l'heure, au musical, au théâtre, au cinéma, à la BD. Quel lien faites-vous entre toutes ces expériences et laquelle, s'il y en a une, vous a le plus marqué? Il y a une seule différence, c'est que le roman est un travail totalement solitaire. Pour moi, dans ma conception, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'écriture interactive génère de nouvelles manières de raconter une histoire, parfois plusieurs. Mais voilà, pour moi, il y a la solitude du romancier, et puis il y a le travail d'équipe, que ce soit au théâtre, au cinéma, avec un compositeur, avec un dessinateur. Et c'est complémentaire. J'ai autant besoin d'être complètement seul avec mes personnages, et c'est moi qui, du début à la fin, tout seul mène cette aventure avec eux, avec mes personnages, et puis partager ces personnages avec des techniciens ou des créateurs dans des domaines où moi je n'ai pas la compétence, comme la musique ou le dessin. C'est cet enrichissement, c'est ce pari sur la complémentarité des talents qui est très très exaltant. Parfois ça marche, c'est génial, parfois ça marche pas, c'est difficile, mais il me reste la solitude du romancier. Et donc vous avez touché à beaucoup de formes. Quelle forme encore inexplorée par vous, pas forcément avec le numérique, là, mais vous tente aujourd'hui, vous dites tiens, ça j'ai jamais essayé, j'aimerais bien. Oui, par exemple, la créature, l'animation par exemple, jamais écrit pour l'animation, pour la création d'œuvres numériques, voilà, pourquoi pas. Alors Pierre, on le disait tout à l'heure avant de démarrer l'émission, donc Pierre a fait venir au Cube Ted Nelson, qui est un des pères fondateurs du web, et surtout écrivain hypertexte. Pierre, est-ce que tu... Alors, on a un petit peu déjà évoqué cette notion des nouvelles formes d'écriture. Vous avez déjà un peu exprimé. On a parlé jusqu'à présent beaucoup de la forme de l'écriture, de ce qui est nouveau, innovation, et puis de ce qui est au contraire qui ne change pas, enfin la pérennité finalement du métier d'écrivain. Vous-même vous disiez avant même l'écriture, c'est dans l'oral. Donc il y a le stable et puis il y a le mouvant. Alors moi je vais plutôt repartir sur une question de fond que je pose à chacun des intervenants, parce que c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup. Ça va vous surprendre peut-être un petit peu, c'est une question philosophique. Est-ce que vous croyez au progrès avec un P majuscule? Évidemment, si je vous dis est-ce que vous souhaitez le progrès, comme tout le monde allait dire oui, mais est-ce que vous croyez à cette idée de la modernité? Il y avait la querelle des anciens et des modernes. On a dit à un moment donné, les modernes font mieux que les anciens, ou peuvent faire mieux. Puis progressivement, on a dit l'humanité va vers le mieux, inéluctablement. Ça a posé quelques problèmes au XXe siècle. Ça ne s'est pas passé exactement comme prévu. Donc, compte tenu de tout ce que nous avons dit là, tout ce que vous avez dit, vous, est-ce que vous y croyez encore au progrès de l'homme, à la civilisation de demain? Est-ce que tout ça va s'effondrer dans le réchauffement climatique et autres épuisements de ressources? Est-ce que vous avez une vision plutôt optimiste ou pessimiste de l'homme? Je suis ni optimiste ni pessimiste, je suis à la fois lucide et confiant. Et ce qui m'intéresse, c'est la synthèse. Donc évidemment le progrès, je veux dire, sans progrès, sans notion, sans aspiration au progrès, on ne serait pas sorti de l'océan, on serait encore à l'état de bactéries. Est-ce que le progrès, il a commencé là?
Nous venons tous de la bactérie initiale qui un jour décide d'abandonner le clonage pour la reproduction sexuée. Et donc de faire l'expérience de la mort. Et donc de faire l'expérience de la diversité. Et puis ensuite, autre événement majeur, c'est le moment où le calcium qui était évacué comme déchet, tout à coup est recyclé et va créer un squelette et va créer la mobilité. Donc c'est ça, le progrès, il part de là. Je reviens vraiment au tout début, enfin c'est pas le début, il y a toujours un début au début, parlons pas du Big Bang et compagnie, mais ça, on sait exactement ce qui s'est passé. Le Big Bang et encore des théories contradictoires, mais là, on sait exactement à quel moment on est passé au stade de reproduction sexuée et comment la bactérie a donné tout le reste des organismes. Donc cette notion d'évolution, que je préfère encore au mot progrès, elle est indissociable de notre vie, de notre survie. Mais vous êtes darwiniste alors? Je suis plus lamarckien. Parce que à un moment donné, Darwin, comme tout système d'ailleurs, il est allé plus loin que la raison. Il a raison sur les tas de choses, simplement à un moment donné, les conclusions, non, à un moment donné, tout n'est pas résumable à cela. Et Lamarck a eu raison, à mon avis, sur beaucoup plus ne serait-ce que sur la sélection naturelle et la compétition systématique. La nature donne tort à Darwin sur plein de choses. Mais c'est pas grave. Pourquoi chacun devrait avoir absolument raison, absolument tort? C'est comme Einstein d'un côté, Niels Bohr de l'autre, la relativité et la mécanique quantique, en fait, ils étaient d'accord. C'était simplement à un moment donné, il y a eu tel courant qui a pris le devant sur tel autre. Bon, c'est toute l'histoire de la science, une histoire de progrès et de compétition ou de synthèse. Et la synthèse est pour moi plus enrichissante que la compétition, parce que la compétition vous oblige à faire l'impasse sur ce qui vous dérange, qui vous empêche de gagner, sur ce que l'autre est en train sur l'avance que l'autre peut prendre sur vous, voilà. Donc, le progrès, bon, le nucléaire, c'est à la fois un progrès indispensable, ça peut être le pire des cauchemars. Si on ne fait pas la synthèse entre nos besoins réels, les autres moyens d'accéder à la satisfaction de la demande énergétique, et puis les principes de précaution et tout cela. Donc, le progrès n'est pas un diable, le progrès n'est pas un dieu, un deus ex machina, mais l'idée de progrès, en revanche, est totalement indispensable. Et il me semble que tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure va dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand j'ai envie d'accompagner les évolutions des supports d'écriture et de la manière dont l'imaginaire se transmet aux gens, je suis dans une position de progrès. Et à côté de ça, je suis dans une position non pas de conservation, mais de pérennité par rapport à l'objet livre, qui, pour les raisons que je vous ai dites, ne sera jamais tué par le numérique, car c'est un objet de plaisir. Vous avez créé un personnage dans l'évangile de Ginny, qui on vient annoncer un jour qu'il est un clone du Christ. On a parlé de clone il y a 2 secondes. Et vous évoquez un monde où les gens sont contrôlés par des puces dans le cerveau. Est-ce que vous croyez que les progrès actuels des biotechnologies, des technologies, toutes les manipulations du vivant, etc., vont nous amener vers une nouvelle ère, comme l'annoncent déjà des grands chercheurs mondiaux, une nouvelle ère qu'on appelle le post-humanisme, où en fait l'humanité va fusionner, ou l'humain va fusionner avec les machines? Est-ce que oui, le transhumanisme. Est-ce que vous croyez à ces scénarios d'avenir? On voit bien que ça marche d'un côté et que ça ne marche pas comme on l'attendrait. C'est comme sur le clonage. Je veux dire, d'abord, pour la raison que j'ai évoquée tout à l'heure, prendre le clonage pour un progrès... On revient au départ. Enfin, on revient au départ, c'est la pire des régressions, puisque la nature, l'évolution, ont choisi la reproduction sexuée contre le clonage. Donc vouloir dire que le clonage est un progrès, c'est juste n'importe quoi. Mais, en revanche, c'est une voie de recherche, si on s'en tient à, non pas vouloir refaire un être humain en entier, mais il ne faut pas s'interdire cette recherche-là, mais simplement ne pas dire n'importe quoi. Et en plus, on se rend bien compte, on a l'impression que la nature, dans son besoin de diversité, a tout prévu. Et la difficulté de cloner, c'est que tout à coup, on active des gènes
inactifs, tout à coup foutent tout en l'air, et puis il y a des jeunes verrous qui tout à coup, on n'attendait pas ce rôle-là. Chaque fois que l'homme croit avoir le pouvoir, et sur les OGM, c'est pareil, on ne maîtrise rien. Donc vous ne croyez pas en l'immortalité. Joël de Ronet, ici, nous disait que effectivement la nature crée la diversité et que de toute manière l'immortalité va à l'encontre de ce besoin de diversité. Quel intérêt ça ne peut pas exister. D'être immortel. Et Dieu, dans tout ça, il y en a beaucoup. Je pense qu'il a autre chose à foutre de s'occuper de l'aspiration de l'homme à l'immortalité, à cette forme d'immortalité qui est juste une espèce de conservation sous vide par peur de l'évolution. La mort est une évolution. Il se passe autre chose. On a, en fait, là encore, c'est un choix. On peut très bien concevoir nos cellules. D'ailleurs, des gens très très sérieux se disent, mais en fait, pourquoi on meurt? Généticiens se posent vraiment la question. Alors que on pourrait vivre, en tout cas, 200, 300, 400 ans, mais à un moment donné, il y a un processus qui se met en œuvre comme si c'était nécessaire. Et c'est nécessaire. Alors, vous dites la mort est une évolution. Vous faites dire à l'un de vos héros dans L'enfant qui venait d'un livre, quand on n'a plus rien à attendre de la réalité, pourquoi refuser le surnaturel? On dirait du Audiard presque, qui aurait dit quand les moyens traditionnels ne fonctionnent plus, il faut passer au bizarre. Est-ce que cette formule, finalement, c'est pas un peu vous? Vous êtes attiré par des sujets qui ont lien avec le surnaturel, l'histoire du Saint-Suaire de Turin, l'histoire de l'Indien aztèque qui, en 1531, a recueilli l'image de la Vierge sur sa tunique, enfin différentes histoires de cet acabit-là qui ont soulevé beaucoup de polémiques. Est-ce que la réalité quotidienne, finalement, n'est pas trop fade pour vous? Moi, ce qui me fascine, c'est lorsque la science se penche sur l'inexplicable, en tout cas sur l'inexpliqué. Parce que c'est d'abord un choc de culture, donc c'est un facteur d'évolution. Lorsque tout à coup on accepte de voir quelque chose qui vous dépasse, qui semble même insulter vos connaissances, car ça n'est pas possible et pourtant ça existe. Là c'est très intéressant. Il y a malheureusement beaucoup de personnes qui pratiquent le circuler, il n'y a rien à voir, et qui dénigrent des choses qui sont incontestables, parce que voilà, elles existent, elles sont analysables, elles sont... Maintenant, d'où ça vient, comment ça a été fait, posons-nous la question. Mais il ne faut pas dire tout ça c'est du pipeau et ça n'est plus possible aujourd'hui. Vous employez le mot surnaturel que je préfère au mot paranormal, qui ne veut juste rien dire, parce que qu'est-ce qui est normal, mais si ce n'est que la science d'aujourd'hui, c'est le paranormal d'hier. Si on avait dit sous Louis XIV, en pleine nuit, on appuiera sur un objet, il y aura un soleil qui éclairera un salon, bon, on était brûlés, quoi, alors que l'électricité, elle existait déjà. Simplement, on ne connaissait pas l'interrupteur, le fil et l'ampoule. Donc tout était là. Mais il n'y avait pas les outils pour exploiter, il n'y avait pas les lois qui permettent d'expliquer ce phénomène-là, dont on avait le spectacle par la foudre, par les... Voilà, cette énergie, tout était là, mais on ne savait pas comment l'expliquer, comment le domestiquer. Donc toute l'histoire de la science est face à l'invisible. Je veux dire, quand Pasteur, quand Fleming, tout ça sont arrivé avec leur découverte, tout le monde a ricané, a traité de paranormal. Enfin, le mot n'était pas en vigueur à l'époque, mais c'était ça. C'est pour ça que je vous interrogeais d'ailleurs sur l'immortalité tout à l'heure, parce qu'il s'avère que dans beaucoup de labos de recherche, il y a des gens qui travaillent très sérieusement sur ces questions-là, sur comment augmenter les capacités du vivant, mais jusqu'à... Ce qui est très intéressant, c'est que dans le même temps, on est complètement démuni devant des nouvelles souches bactériennes qui apparaissent, qui disparaissent, tandis qu'on prétend, d'un autre côté... pouvoir recréer l'immortalité. Et c'est intéressant de voir, comme on disait sur les OGM tout à l'heure, par exemple, une des causes de la disparition des abeilles, c'est pas la seule, mais elle est très importante, c'est un gène mutant donc du maïs transgénique qui a migré dans l'intestin des abeilles. Et ça, alors on le sait, c'est pas une vue de l'esprit, un truc comme ça, c'est une réalité, malheureusement que personne
la barrière des espèces, c'est comme pour la vache folle et tout ça, on joue à l'apprenti sorcier. Avec des causalités fortes, derrière c'est l'aile du papillon. Quoi. Voilà, et donc là on est dans le côté diabolique d'un progrès qui est... Mais c'est le progrès selon les dictateurs, ça c'est tout à coup prendre le pouvoir, se croire... c'est faustien en fait, c'est la science qui perd l'homme en fait. Voilà, et encore dans Faust, c'est quand même individuel comme aventure, comme choix, comme tentation, tandis que là on met en péril la vie des contemporains et des générations ensuite, et des êtres humains, la nature et tout. Donc la prise de conscience, tout ça est très très importante aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est pour ça que je parle de tout ça dans mes livres aussi, pour donner à voir. Je ne suis pas un donneur de leçons, mais je donne à voir, j'invite à la réflexion. Et alors justement, le psychologue et psychiatre Serge Tisseron, qui occupait votre place lors du dernier Rendez-vous du futur, nous a parlé de l'importance de l'empathie dans les sociétés à venir. L'économiste américain Jeremy Rifkin vient de sortir un livre vers une civilisation de l'empathie, un gros pavé. Et donc avec cette idée, tous les deux, mais bien d'autres encore, que l'humanité ne pourra affronter les grands défis à venir que si elle est capable de jouer collectif. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Bah oui, mais c'est une... Il n'y a qu'à regarder un arbre, ses rapports avec les champignons, avec les parasites, avec les prédateurs, avec les autres, l'entourage, pour comprendre que tout est interdépendant. Les animaux le savent très bien. L'homme l'a su. Bon, depuis toujours. Mais croyez-vous, s'il a survécu, mais pensez-vous l'homme capable d'être... on peut faire ce constat et pour autant ne pas être capable d'être empathique ? Est-ce que vous pensez que l'humanité peut progresser, on parlait de progrès, progresser vers ça ? Je vais vous dire oui, parce que l'empathie, ça rend heureux. Et mon seul optimisme, je pense qu'il est fondé là-dessus. C'est-à-dire que quand tout à coup vous faites quelque chose de bien pour quelqu'un, mais je ne parle pas de charité et tout ça, et ça vous rend heureux, vous faites un cadeau, ça vous rend heureux. Vous, tout à coup, vous souriez à quelqu'un dans la rue, qui vous partagez un sourire, un clin d'œil, et tout à coup, ça peut ensoleiller la journée de la personne. Vous laissez une priorité à quelqu'un qui serait alors que c'est lui qui n'a pas la priorité. Voilà, ce sont tous ces petits gestes. Peut-être vous êtes un homme heureux. Je ne suis pas résumable au bonheur. Non, je ne suis pas tout le temps heureux comme tout le monde. Mais je sais ce qui me rend heureux. Et je ne demande qu'à l'être. Parce que je n'ai aucune... Je ne me justifie pas philosophiquement dans le malheur autocomplaisant. Vous n'êtes pas le poète maudit non, même si je l'ai été aussi, ça n'empêche pas de souffrir, mais simplement à un moment donné, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut se battre la courbe de culpabilité, se perdre son énergie dans la haine, le ressentiment, tout ça, ou partager une poignée de main, un sourire, un verre, un bon repas avec quelqu'un ? On voit quand même tout de suite ce qui nous rend heureux ou pas. Bon, il y a des gens qui sont quand même pas très nombreux, qui refusent totalement cette part de bonheur simple, qui est en fait une clé d'ouverture aux autres bonheurs, très souvent. Voilà. Je vais me permettre de tous nous rendre malheureux en vous annonçant que nous rentrons dans les 2 dernières minutes. Bon, alors je vais poser quelques petites questions qui vont demander des réponses courtes. De la part des internautes. Alors, à quand un Thomas Dream, tome 3 ? Ça, on le demande. Oui, je suis en train de l'écrire. Pardon, je suis en retard, c'est vrai, je me fais engueuler sur le net, c'est vrai. Parce que, voilà, il y aura avant le prochain livre, pour ça que je vous ai parlé de l'arbre, parce que je suis en plein dans les arbres, le journal intime d'un arbre qui sortira au mois d'octobre, et ensuite le tome 3 de Thomas Dream sera sans doute au printemps. Une question de Dimaggio, une question amusante. Quelle serait la question que vous poseriez à Dieu si vous le croisiez au hasard d'un coin de rue ? Alors, vous étiez passé où ? Une question d'Hélène. Pourquoi le manga et pas un comics ? Parce que j'avais envie de comprendre aussi la fascination des jeunes lecteurs pour le manga. Qui est vraiment leur génération, leur sensibilité, et puis le personnage donc du dessinateur est un japonais, mais c'est un peintre japonais qui n'a pas réussi il est d'origine japonaise, il n'a pas réussi à intéresser les gens avec sa peinture. On lui a dit avec votre nom, vous devriez faire des mangas. Bon. Donc, comme si les Japonais étaient résumables au manga, mais voilà, il y a des raisons internes dans le livre qui font que c'est cette forme-là. D'accord. Et toute dernière question de Maxime, peut-être plus large.
Êtes-vous satisfait de votre imaginaire? Ah, c'est une question magnifique, ça, parce que justement, satisfait au sens de repu, non. Je suis tout le temps en position critique, donc je ne suis pas a priori satisfait du produit que je tire de mon imaginaire. J'essaie de l'améliorer à chaque fois. En revanche, je suis tellement content d'avoir de l'imaginaire, d'avoir cette imagination que m'a sans doute transmise mon père, par peut-être ses gènes et certainement par les histoires qu'il me racontait depuis que j'étais tout petit. Voilà, et puis après, l'imagination, c'est comme un muscle. Plus on l'utilise, plus on le travaille et plus ça vient. La page blanche dont vous parliez tout à l'heure, je crois que je ne l'ai jamais connue. En revanche, j'ai l'angoisse de la page noire, la page trop remplie, mal remplie, et je recommence sans cesse. Mais voilà, je veux toujours essayer de faire mieux que le premier jet de mon imaginaire, mais je suis satisfait de ma forme. Enfin, j'aime pas trop le mot satisfait. Je suis content que l'on m'ait donné cette forme d'imaginaire. Et vous avez une forme de discipline d'ailleurs, un peu spartiate comme beaucoup de créateurs. C'est le plaisir, la discipline, c'est passer le plaisir de me réveiller à 5h30 le matin, voilà, et de sauter après un café sur la page blanche. Parce que c'est plus facile. Me réveiller à 8h, 8h30, en disant tiens, il faut dans 1 heure que j'appelle telle personne, que j'aille aux impôts, que je fasse tout ça. Voilà, ça entame l'énergie de la journée. Se réveiller vraiment le plus tôt possible et plonger dans la fiction avec l'ambiance du rêve encore, d'où on sort, ça c'est de la volupté et c'est ma discipline. Quand je commence à 5h30, je peux travailler 10, 15 heures d'affilée parfois même. Jamais quand je commence à 8h. Moi, avant de laisser à Éloi voilà, le mot de la fin, moi je voudrais juste, ça sera très court, je voudrais vous remercier infiniment, vous dire qu'on a passé un grand moment d'empathie avec vous et que ça nous a rendus heureux. Voilà. Merci. Tant mieux, merci à vous parce que ça marche pas tellement dans les deux sens, l'empathie. Et moi j'avais simplement envie de dire qu'il y a une très grande unité, curieusement, dans tous nos invités, en tout cas, non pas dans le choix des invités, mais dans ce qu'ils disent. Il y a une sorte de continuum dans cette émission. Bernard Werber dit des choses qui sont assez proches des vôtres. Dionné aussi. Voilà. Il y a une sorte de... est-ce que c'est les questions qui sont posées? Est-ce que c'est les internautes? Mais dès lors qu'on parle de l'avenir, du présent, du passé, de ce qui est mouvant, de ce qui est stable, on a une sorte les grands témoins de notre époque sont des optimistes réalistes et ils ne tombent pas dans la morosité, si vous voulez, qui est celle qu'on voit quand même dans la presse, dans les journaux et même. C'est très important ce que vous dites. Et en effet, quand on se rencontre avec les personnes que vous citez ou d'autres, on partage ça. On n'est plus dans l'ère du clivage. D'ailleurs, ce que peu de gens savent, enfin, heureusement ça commence à être dit, la date, la fameuse fin du monde des Mayas, c'est absolument pas la fin du monde, ça veut dire la fin d'un des mondes, ces cycles de 5000 ans, et c'est la fin du monde de la séparation. C'est le monde où toutes les informations vont fusionner, et ça nécessite un regroupement. Une chose que très peu de gens ont soulevé, c'est que les Mayas avaient prédit bien sûr les éclipses, avaient une technique d'astronomie absolument incroyable, et ils ont prédit aussi, dans leur contexte, qu'avant la fin de ce monde-là, tous les régimes fondés sur l'oppression allaient disparaître. On est quand même, curieusement, et Dieu sait que j'aime pas les prophéties, moi je trouve sur le libre arbitre, simplement il y a une tendance globale aujourd'hui. On sent bien que le clivage, comment dire, cette forme d'oligarchie, cette personne qui dit voilà, votre bien, moi je sais où il est pour vous. Non, c'est plus. Ce déterminisme en fait. Oui, et puis cette autorité aveugle, c'est vrai qu'Internet, tout ça, ont vraiment battu en brèche beaucoup de choses. Cela dit, ça marche dans les deux sens, ça peut être aussi dangereux. Des bonnes ou de mauvaises révolutions peuvent être fabriquées par Internet. Ça existe aussi. Donc notre devoir de vigilance, de lucidité, de confiance et d'empathie est plus que jamais urgent, mais là encore, comme c'est la seule chose qui peut nous rendre heureux ou continuer à permettre l'idée de bonheur de rester une idée motrice, c'est pour ça que tous les gens dont vous parlez partagent cela. Les 2 dernières minutes vont donc durer 7 minutes, mais c'est un joli mot de la fin. L'enfant qui venait d'un livre de Didier von Covelaert aux éditions Prisma, ouvrage vendu au profit du traitement de la dystonie musculaire déformante, donc une maladie du cerveau qui touche les enfants.
Merci à un air de chat, merci à la JD Carré, merci au Cube évidemment, merci à vous dans le public, merci à vous derrière. Rendez-vous au mois d'octobre, nous avons Gilles Clément, nous avons Odile Deck et nous avons Marc Caro qui ont rendez-vous avec vous d'ici la fin d'année. Merci et passez une très bonne soirée.